Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je recevais Simon Benoît. Dans le fond, on a enregistré ça jeudi je faisais cette semaine-là, je voulais enfin essayer mon script pour changer les scènes à toutes les 10 minutes. Donc, que la caméra qu'on voit en petit, on la voit en gros. Et celle qu'on voit en gros, on la voit en petit à toutes les 10 minutes. Et malheureusement, ça a fait un bug que j'avais pas vu avant qui a fait qu'à toutes les 10 minutes, ça changeait de scène, mais aussi ça arrêtait d'enregistrer. Et ensuite de ça, après ça, 10 minutes plus tard, là, ça rechangeait de scène et là, ça recommençait à enregistrer. Donc, j'ai pas pu détecter ça à temps, malheureusement. J'ai seulement réalisé après qu'on a enregistré cet épisode qui était excellent, qui était un épisode de 3 heures qui a passé très vite. Qu'en réalité, j'avais seulement 90 minutes. Là, d'abord, j'ai sacré beaucoup pendant une bonne heure. Et après, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et finalement, j'ai des amis qui m'ont recommandé d'essayer juste de faire un peu des best-of, de couper pour que ça demeure quand même assez cohérent. Et donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai regroupé les 9 morceaux de 10 minutes que j'avais ensemble et j'ai coupé pour pas qu'on ça soit des endroits un peu random que vous commencez à entendre. Donc, c'est des bouts. J'ai 9 morceaux assez cohérents qui sont tous sur un certain thème ou quelques thèmes mais que si vous allez pas être surpris par un sujet que vous connaissez pas trop la prémisse. Donc, c'est des segments qui sont tous écoutables en soi. Vraiment désolé à Simon Benoît qui m'a donné 3 heures de son temps, puis au final, je peux seulement lui donner 90 minutes de ce temps-là. Mais malheureusement, avec la technologie, malheureusement, on peut pas trop s'y fier. Et il faut faire le mieux avec ce qu'on a. Donc, c'est ça que ça donne. Vous laisserez savoir vos commentaires ce que vous en pensez. Je compte pas faire ça à chaque fois parce que ça prend beaucoup de temps à tout couper ça et remettre ça ensemble. Dans ce cas-ci, je l'ai fait parce que je voulais pas jeter à poubelle cette excellente discussion qu'on a eue. Et en général, je trouve on retrouve les gros thèmes dont on a parlé. Il y a certains sujets qu'on a parlé qui vont malheureusement pas se retrouver là parce qu'on en parlait pendant les 10 minutes qui n'étaient pas filmées. Mais en général, tout devrait. On a quand même beaucoup des thèmes importants. J'ai été content de voir que j'avais pu les sauvegarder en général. Bonne écoute. Alors, bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je reçois le Doc Benoît, Simon Benoît. Je vais juste dire tes titres. On a Simon est médecin urgentologue, membre de l'Association québécoise des médecins du sport, diplômé en physiothérapie et en chiropratique, ambassadeur de la clinique du coureur et chroniqueur pour Distance Plus. Donc, une coupe de titres. D'abord, merci. Avec autant de titres, tu dois avoir quand même un train de vie assez occupé. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir ici à mon humble appartement. Ça me fait plaisir. Tu sais, je suis un bon coureur récréatif, là, disons. Là, c'est mon titre que je préfère. Là. Je pense, là, Doc, c'est Doc Benoît. J'essaie de. Genre, ça fait Doc Maillot. Ouais! Ça fait total manque de série. Mais bon, non. Écoute, j'essaie, dans le fond, de trouver le juste milieu entre un peu mon expérience de coureur puis de mêler un peu de science à ça. Là. J'ai tendance à toujours répéter que la vérité, elle se retrouve probablement toujours quelque part entre ce que la science démontre, là, Ouais. puis, ce qui est loin d'être parfait, puis ce que l'expérience démontre aussi, là, qui est souvent loin d'être parfait un peu aussi. Là. Fait qu'en mélangeant un peu les deux mondes, de façon, moi, bien récréative, je cours, puis de façon un peu par passion. Moi, je suis d'abord un médecin d'urgence, là, mais qui là, est en train de passer par la bande là, à mes amours de physio, puis en chiropratique et tout, puis de tout ce qui a trait au sport pour aller, dans le fond, réviser un peu là, un sujet à la fois pour Distance Plus, puis, et par faire mes connaissances à moi, puis essayer de partager ça à monsieur, madame, tout le monde pour essayer de donner, dans le fond, les meilleures recommandations possibles. Ce qui n'est Ouais. pas toujours si simple.
Ouais, parce que c'est ça, il y a beaucoup de recommandations, on en discutera plus tard. Il y a plein de sujets. J'ai lu tes articles et là, j'ai été triggered parce que j'ai vu plein d'affaires, des sujets souvent qui m'allument parce que souvent tout le monde dit ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis quand tu regardes la littérature scientifique, c'est pas tant ça. Puis c'est ça que j'aime. Moi, j'aime ça quand t'as du monde qui vont aller plus loin que d'écouter ce que tous les coachs disent, whatever, ou ce que en général le monde dit, puis qui vont aller voir qu'est-ce que la science dit. Puis comme tu dis, c'est ça, c'est pas tout le temps. Tu sais, la science a ses limites. Mais souvent, ça donne un peu le meilleur avis quand tu es capable d'aller chercher des données là. Ouais. Donc, c'est ça un peu que j'aime. C'est ça, c'était Olivier qui m'avait recommandé de te recevoir. Puis là, j'ai googlé t'étais qui. Puis j'ai fait, oh oui, je veux le recevoir. Puis, fait que c'est ça. Lui aussi, c'est un gars qui est bien souvent là, qui va aller me chercher des études. Puis patati patata. Ouais. Puis ben moi j'aime ça discuter de ça. Mais justement, on veut aller dire des choses qui sont vraies, qui sont backées par la science. Et dans le fond, dans l'épisode avec Arnaud Francioni sur la carence en fer, on va faire un petit mea culpa. J'avais oublié au dernier épisode, mais de toute façon, ça tombe bien parce que là, j'ai un médecin qui va pouvoir me dire oui, ça fait du sens ce que tu dis ou non. Donc, dans le fond, on avait Delphine Hansen, que je pense qu'elle étudie justement dans le domaine, qui nous écrit en commentaire « Petite confusion médicale, à 51 minutes, Jarry, tu parles du taux mesuré par Héma-Québec lors des dons de sang et tu le compares au résultat de la prise de sang de Arnaud, mais en fait, ce n'est pas les mêmes choses. À Héma-Québec, on mesure ton taux d'hémoglobine. La normale est entre 12 et 16 et il faut avoir, je pense, autour de 14 souvent pour donner du sang. Alors que la prise de sang pour la carence en fer mesure ta ferritine. La normale est environ de 20 à 300 pour les hommes. Ces deux molécules différentes et les coureurs ne devraient pas utiliser les résultats obtenus à Héma-Québec en pensant que ce sont les mêmes que pour leur prise de sang de contrôle d'anémie. Parce que bien que ce sont des indicateurs reliés, ils ne sont pas comparables. Ouais. Donc... Non, mais si j'essaie de vulgariser ça un petit peu, dans le fond, l'hémoglobine, c'est le constituant du sang qui transporte l'oxygène. Oui. Quand on a de l'anémie, c'est parce qu'on manque d'hémoglobine, puis ça baisse notre capacité de transport d'oxygène. Puis l'oxygène, ben, c'est le fuel du coureur. Oui. On en a besoin. Oui. Maintenant, les globules rouges sont constitués en bonne partie de fer et le load de fer, on peut le mesurer à l'aide de la ferritine. La ferritine, c'est bref, quand on a des pertes sanguines, des pertes digestives, souvent chez le coureur, des pertes urinaires, on peut aussi avoir des pertes, on dit par hémolyse. Il y a des athlètes, puis ça peut être des nageurs, des cyclistes, qui par la contraction musculaire, les vaisseaux qui passent dans les muscles peuvent être aussi comprimés par la contraction musculaire et on peut briser les globules rouges dans les vaisseaux. Puis là, c'est un peu obscur. On ne peut pas vraiment dire exactement pourquoi ou quel muscle. Mais on remarque que certains... On a longtemps pensé que même que c'était sous les pieds là, qu'on comprimait là, les vaisseaux chez le coureur. Ouais. Mais on a un peu abandonné cette hypothèse-là quand on a vu que les nageurs et les cyclistes, où il n'y a pas d'impact, vont faire de l'hémolyse aussi, vont aussi briser des globules rouges. Et dans le fond, c'est ce qui peut un peu mener à l'anémie, parce que quand on perd du sang, on perd du fer, on baisse notre load en fer qu'on va mesurer avec la ferritine, et quand vraiment notre load en fer est effondré, donc vraiment on n'a plus de fer, la ferritine est basse, là on est à risque de développer de l'anémie. Donc, on peut avoir une carence en fer sans anémie. Et on sait qu'on est quand même à bon risque de bonifier des performances d'un coureur si son stock en fer est bas, si sa ferritine est basse, même s'il n'y a pas d'anémie encore. Donc, d'où l'importance de répléter le fer ou de mesurer le fer chez les gens. Là, on sait là, que, mon Dieu, j'oublie les chiffres, là, mais je pense que c'est autour de 30% des filles qui s'entraînent pour des distances de marathon et plus qui vont avoir des états ferriprives. Surtout les filles, parce qu'évidemment, les filles, ça a des menstruations. Puis les menstruations, c'est des pertes sanguines. Des gars qui vont se rendre jusqu'à l'anémie, c'est plus rare. Des gars avec des états ferriprives, c'est pas fréquent, mais quand même, il y en a. Moi, j'en trouve pas mal. Mais des filles avec des états ferriprives, écoute,
C'est vraiment, vraiment. Fait que c'est le fun. On est quasiment content quand on trouve un état fait réprise chez une fille parce qu'on dit écoute, on a quand même des bonnes chances de pouvoir bonifier tes performances juste en améliorant tes apports en fer. Puis ben, tes apports en fer, on peut donner des comprimés de fer, mais on peut juste travailler sur ton alimentation aussi. On est toujours mieux de répléter d'abord par l'alimentation, ensuite la supplémentation. Mais c'est ça, ouais. Puis c'est pas le plus fréquent si t'es végétarien ou vegan. Moi, jamais je vais recommander à quelqu'un de dire hey, là, t'as des carences en fer, faut que tu manges plus de viande rouge. Là. Ouais, parce que là, t'as d'autres problèmes quand tu vas prendre la viande rouge. Mais de dire le fer dans les légumes, c'est du fer qu'on dit non hémique, qui s'absorbe moins facilement que le fer hémique qu'on retrouve dans la viande. Ouais. Mais je veux dire, si moindrement, tu surveilles un petit peu tes apports, là, les végétariens, là, ils font pas de carence en fer parce qu'ils sont végétariens ou de carence en B12 parce qu'ils sont végétariens. Il faut juste, comme n'importe quoi, surveiller ses apports. Je suis plus inquiet pour les gros mangeurs de viande que pour les végétariens. Là. Pour leur alimentation en général, là, comme... Ben, les Nord-Américains, tout autre sujet, là, mais les Nord-Américains, on est vraiment on sait qu'on a un problème de manger trop de viande rouge. Là. Quelqu'un qui veut manger de la viande rouge, fine, mais on devrait, quant à moi, pas manger bien plus de viande rouge qu'un repas de viande rouge aux 10 jours, peut-être 2 semaines. Ah ouais. Si on veut en manger. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on fait la distinction entre la ferritine, qui est comme ce qui active l'hémoglobine. C'est un reflet du load des stockages de fer. De fer. OK. Ferritine est un indicateur de ta quantité de fer. Exactement. Qui lui sert au Le fer, c'est ton ingrédient à hémoglobine. C'est ça. Donc, ça, c'est ça que tu vas mesurer, la ferritine, quand tu vas aller, mettons, au médecin pour faire une prise de sang. Moi, tous mes coureurs qui viennent me voir, qui courent, quand même, qui ont un bon load d'entraînement, on va minimalement vérifier une formule sanguine complète, donc un taux d'hémoglobine, ou savoir s'ils ont une anémie, puis une ferritine. OK. Ouais, c'est bon. Ben souvent c'était drôle parce que justement, cet épisode-là qu'on jasait, on allait voir comme notre médecin qui est comme pas un athlète ou whatever, que lui, c'était comme... la première fois, en fait, il m'avait même pas donné la ferritine. Quand j'avais demandé pour faire une prise de sang, il m'avait donné plein de tests, puis là, je vais faire ma prise de sang, j'attends le fil, puis là, j'ai pas la ferritine. C'est sûr, tu sais, de dire, on va pas demander une ferritine à un homme, là. Normalement, on cherche pas des anémies chez les hommes. Monsieur, madame, tout le monde, mais je veux dire, plus chez les femmes. Le phénomène de l'anémie du coureur, mais je veux dire, pour un médecin qui n'est pas habitué de suivre les coureurs, on n'a pas à demander une ferritine à un gars, c'est un petit peu... Parce que là, si on trouve une anémie à un homme, là on cherche un cancer du côlon. On cherche... OK. Ouais. OK. L'accident, c'est quoi le risque réel? Ben, c'est pas tant que ça. Ça a l'air, vu que c'est un peu divergent, ça a l'air complètement, mais... Le risque réel, là. Écoute, des événements malheureux en ultra-trail, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est excessivement rare. Il n'y en a vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. On peut te nommer bien d'autres activités où il y a pas mal plus de risques, là, comme le ski alpin, là, qui est pourtant une activité vraiment commune. Tu sais, des jeunes qui foncent dans des poteaux et des décès, il y en a tous les hivers. Là. La femme à Liam Neeson était morte, je pense, c'était quelque part au Québec, c'est ça, ici, un accident de montagnes, là, mais on le fait pareil, là. Mais vu que c'est une activité qui est pas divergente, là, qui est standard et tout ça, ben ça passe correct. C'est ça. Puis quand tu regardes les statistiques, c'est comme les avions, tu sais, le monde souvent ils ont peur de l'avion, tu regardes les statistiques, mais tu as plus de chances de mourir en char. Fait que on va prendre le char, je me sens plus safe, tu as plus de chances de crever. Clairement, tous les risques qu'on prend dans une année, la chose la plus dangereuse qu'on fait, c'est embarquer dans sa voiture. Ouais. Toi aussi, t'es-tu un peu un proponent, un peu comme Olivier Robergeon, mon ami avec qui je cours souvent, lui aussi est très minimal sur les voitures. Moi je fais tous mes transports en courant. Là. Puis je vois pas le jour où je vais changer ça. On a vraiment, vraiment un gros problème de dépendance à la voiture. La voiture, c'est l'ennemi numéro 1, autant point de vue santé publique. C'est pas bon pour la santé mentale, l'auto. Ah, ça c'est clair. C'est pas bon pour la santé physique. C'est pas bon pour l'environnement et ça prend toute la place. Vraiment, en ce moment,
je trouve ça un petit peu triste. Là. On voyait des trucs qui vont dans la bonne direction. Là. Moi, vraiment, là, quand ils ont fermé Camillien Aude, là, aux Grandes Dames, là, ça crée en masse. Mais tu dis, enfin, écoute, c'est la première fois, moi, depuis que j'habite à Montréal, ça veut dire très longtemps, où je vois vraiment une action positive qui est mise de l'avant, qui va à l'encontre de la voiture. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Puis ben là, en ce moment, là, écoute, là, on regarde, on ne rentre pas dans les débats politiques de troisième lien, de cossins comme ça. Mais c'est bien. Il va vraiment falloir qu'on fasse un statement à un moment donné puis qu'on dise, regarde, là, on veut trouver des façons de faire en sorte que nos jeunes adultes soient capables d'être plus actifs, de bouger plus. En ce moment, là, un couple de jeunes parents qui travaillent et qui ont des jeunes enfants, ben, je m'excuse, là, mais le seul moment où on peut avoir du temps pour bouger, c'est ton transport actif. Pour ben du monde. Fait que si, comme société, on ne met pas des infrastructures, on ne met pas un plan pour faire en sorte inciter 4+, là, inciter plus, le transport actif, que ce soit pour pouvoir voyager davantage à vélo, que ce soit d'arrêter de nous faire croire qu'il y a des chutes de glaçons là, sur le pont Jacques-Cartier puis qu'on peut donc pas traverser par là. Traverser là, l'autre fois, moi, je passe par-dessus la clôture, là, je m'excuse aux auditeurs, là, mais on était rendu, écoute, plus un glaçon, plus un flocon de nulle part et tout ça, puis c'est pas encore ouvert. Toujours pas le droit de traverser. Des fois, tu as l'impression qu'ils s'en foutent un peu sur leur 20e dossier en ligne. Vraiment, là, on met des bâtons dans les roues à nos adultes responsables qui veulent pas être des grands sportifs nécessairement, juste faire du transport actif. Le bénéfice pour la santé, là, c'est avoir un style de vie actif. Moi, je suis un grand vendeur, là, un grand promoteur du style de vie actif. Bon, moi, j'aime ça courir des longues distances, j'aime ça courir des marathons et tout ça. Ça, c'est du bonus, c'est des trucs que je fais pour mon plaisir à moi, qui n'a rien à voir là, pour bonifier mon état de santé. L'état de santé, là, si tu veux le bonifier, c'est style de vie actif, c'est que tu vises au moins 1 heure par jour là, à intensité modérée. Ça, c'est ta responsabilité d'individu sur Terre, là, c'est d'avoir 1 heure par jour de transport, juste de bouger à une intensité qui est au moins intensité modérée, assez pour que ça change ta respiration puis que tu aies un peu chaud. Oui, puis la meilleure façon de faire ça, c'est ça. Tu l'as inclus dans ton quotidien, puis quand tu as 0 temps, ben c'est ça, c'est dans ton transport. On a moins d'obésité sur l'île de Montréal que dans la couronne, là, rive sud, rive nord, principalement parce qu'on a plus de transports en commun. Puis les gens juste marcher d'un bon pas jusqu'au métro. Courir après le bus. Mais les espèces de quartiers dortoirs qu'on voit beaucoup là, à Laval, tu peux pas sortir de ton quartier, tu peux pas sortir de chez vous sans ton auto, sinon ça implique que tu embarques sur l'autoroute avec ton vélo et tout. Ça, c'est des décisions gouvernementales. C'est de laisser aller ça, c'est irresponsable. Une société, là, ça, on peut pas... faut qu'on sorte la tête du sable là, pour se battre contre ça, parce que c'est des catastrophes. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. Puis, je comprends les personnes qui peuvent avoir peur de faire ça, parce que tu regardes, il y a toujours des cyclistes qui meurent à tous les jours à Montréal parce qu'il y a des coins qui sont mal aménagés ou... des affaires de même, ça fait peur au début quand tu regardes ça. On a malheureusement la mauvaise presse des cyclistes à Montréal, puis c'est vrai qu'on a probablement les cyclistes les plus indisciplinés au monde. C'est vrai. Il y en a une couple de petits coudes, mais il y en a qui sont bons, mais il y a un travail d'éducation à faire. En ce moment, le problème qu'on a, c'est que on met pas en application les règlements. Il y a 2-3 jours dans l'année où les policiers vont donner des tickets aux cyclistes. Puis tout le reste de l'année, là, tu peux passer ça à rouge directement devant eux, puis ils vont rien dire. Fait que ça, c'est pas conséquent. Tu as un règlement, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Si tu l'appliques, applique-le tout le temps. Les gens vont se discipliner. Là. Mais en ce moment, tant que ça va être vraiment juste comme ça, là, par moment, là, qu'il y a des infractions qui sont données. Moi, je pense qu'on va continuer à avoir des cyclistes qui ne sont pas disciplinés. Puis le fait que nos cyclistes ne soient pas disciplinés, ben, ça rend la job de promotion du transport actif beaucoup plus difficile. Parce que les gens ont des raisons de chialer. Oui, mais en même temps, c'est comme les enfants, là. Les enfants, là, être un bon parent, c'est être un parent qui est constant, puis qui va toujours avoir la même conséquence pour la même règle qui est tout repassée et tout. Ben, je veux dire, c'est la même chose avec le code de la route, là.
C'est de dire, là, en voiture, là, tu passes pas là, à 150 devant un policier, là, tu le sais, tu vas en avoir un ticket. Là. Ouais. Ben, en vélo, c'est la même affaire. Tu passes pas sur une rouge devant le policier. Mais là, on le fait parce que 9,9 fois sur 10, ça ne dérange pas. Une rouge, je le ferais pas. Mettons, j'aurais peur de pogner une amende en vélo parce que tu peux même perdre des points de démérite. J'ai une couple d'amis qui l'ont déjà eu, là, le rouge, mais je dirais peut-être les stops. Mais c'est pas très, tu sais, il n'y a pas... Il y a pas... c'est pas... Je pense que c'est beaucoup mieux que c'était, là, si on recule il y a 10, 15, 20 ans. Ouais. Mais au stade où on en est, où vraiment, là, il y a énormément plus de monde quand même là, sur les voies cyclables qu'avant aussi, on a besoin d'avoir des cyclistes qui sont plus disciplinés. Ouais. C'est sûr, mais j'ai l'impression que ça aide comme les infrastructures qui sont comme pour les cyclistes. Puis là, tu dis, OK, ce feu-là, il est comme pour moi. C'est sûr que en même temps, ça peut être... c'est dur de mettre les infrastructures, puis tout, ça coûte de l'argent, tout ça. Mais pour tout ce que tu vas sauver, là, c'est des peanuts. Ces dépenses-là, là, c'est des peanuts. Ouais. Quand on regarde, là, faire ton 30 à 60 minutes par jour d'activité physique à intensité modérée, là, puis là, on a des bonnes études là, qui démontrent ça, que ça peut baisser l'incidence de maladies, là, toutes causes, là, les maladies cardiaques, les AVC, tout cancer confondu, les dépressions et tout, de 20 à 50 %. C'est pas rien, là. 20 à 50 %. Puis là, tu regardes tout ce que tu sauves en frais par la bande, là, en absentéisme au travail, en performance au travail, en frais d'hospitalisation, de médicaments, d'investigation et tout. Hey, écoute, là, ça coûte cher. Ils vont pas commencer à me dire que de mettre des voies cyclables, ça coûte cher. C'est qu'encore juste, comme à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette ses culottes puis qui dise, OK, on va miser sur un rendement, là, mais à moyen terme, on va avoir des résultats, là, mais peut-être pas. Peut-être que dans le temps de ton mandat là, de 4 ans, là, peut-être que là, ça va être une dépense, là, mais une dépense qui va rapporter, là, mais de façon majeure dans 10 ans. Ben c'est ça, mais tu sais, le monde sont comment il faut que je vais me guérir aux herbes chinoises ou je sais pas trop quoi, puis que tu sais, en réalité, c'est basé sur rien. Achetez le premier tome du pharmacien. Oui. Ça vaut vraiment la peine. C'est super bien expliqué là. Que la différence entre qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un produit naturel, qu'est-ce qui est un médicament, qu'est-ce qui est chimique versus naturel. C'est un peu... c'est un peu comme... c'est des appellations un peu à la mode, là, un peu tape-l'œil, là, comme bio ou... des fois, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Oui. Ah, mais c'est intéressant. Ça aussi, c'est un sujet qui me trigger quand j'écoute ça, j'entends ça de naturel. Justement, j'avais suivi un cours en ligne du docteur Joe Schwartz de McGill. C'était le Food for Thought, je pense. Donc, c'est le World of Chem, le monde de la chimie, de la nourriture. Donc, il parle justement, c'est ça, souvent, comme on dit, ça c'est naturel, ça c'est chimique. Tu sais, c'est... Mais en réalité, tu sais, tout est des... On dit souvent, ça c'est plein de chemicals, tu sais. Mais oui, tout est rempli de chemicals. Tout est des atomes d'hydrogène, de carbone, tout ça. Moi, je pense que je suis pas un anti-produit naturel non plus. Mais je dis juste qu'à un moment donné, il va voir, c'est quoi le rationnel derrière qu'est-ce qu'on prend. Puis de ne pas le prendre juste parce que là, c'est écrit dessus que c'est naturel. Oui. Souvent, c'est un indicateur de pas le prendre des fois, là. Parce que, je sais pas, t'en prends si t'en as besoin. Puis tu regardes les ratios risque-bénéfice. Puis il y a des ratios risque-bénéfice pour les produits naturels, puis il y a des ratios risque-bénéfice pour des médicaments, puis tu en prends quand tu en as besoin. Ça se limite pas mal à ça. C'est souvent du marketing. Mais c'est drôle parce que j'ai quand même l'impression dans ta philosophie et dans la mienne aussi, il y a quand même un peu de comme il faut laisser le corps naturellement il faut comme un peu écouter la nature du corps. Dans le sens que, comme toi, j'ai vu une couple d'articles, comme mettons sur les anti-inflammatoires, que dans le fond, ce que tu expliques un peu, je vais essayer de le résumer, puis après ça, je vais te laisser expand on that, mais comme que tu dis, ça c'est le gros point que j'ai retenu, puis parce que moi aussi j'avais un peu cette impression, quand tu prends un anti-inflammatoire comme un Tylenol ou un Advil qui fait que tu ressens moins la douleur, et ça c'est prouvé, les études le montrent, tu ressens moins la douleur quand tu prends ça, tu as moins d'inflammation, mais tu bloques le signal de ton corps qui te dit
j'ai mal, ce truc-là est en train de briser mon corps ou de me faire quelque chose qui n'est pas correct. Je te laisse un peu dire, est-ce que c'est un peu ça comme le gros arc de ton message? Si on prend, mettons, pour les blessures du coureur, Ouais. Parce que les blessures du coureur, la grande majorité des blessures du coureur, c'est des blessures qui sont causées par trop d'entraînement, trop vite. De progression trop vite, où on court d'habitude toujours lentement. Puis là on a commencé à faire des intervalles en fou trop vite. Ouais. On a monté notre load trop vite. Ou on s'est dit, hey, là, il faut que je change ma foulée. Puis là, on a changé sa foulée trop vite. Ouais. On avait de la grosse chaussure. On s'est dit, hey, là, il faut que j'aille de la petite chaussure parce que c'est vraiment mieux. Puis là, je change le volume tout d'un shot pour la petite chaussure trop vite. C'est beaucoup des... Moi, c'est dans la catégorie blessure de gnochon. Ouais. De trop vite. Puis là, donc c'est des blessures de surcharge qui souvent ne sont pas inflammatoires. C'est de la dégénérescence tendineuse. C'est pas si inflammatoire que ça. Puis déjà, là, qu'on en a fait trop vite, là, on va vouloir prendre un médicament pour cacher la douleur, pour pouvoir continuer à en faire trop vite. C'est voué à l'échec, cette affaire-là. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a un principe qui est que tous les coureurs doivent savoir quelle est cette phrase-là, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression qui est la quantification du stress mécanique. La quantification du stress mécanique, faut comprendre ça. La quantification du stress mécanique, c'est que ton corps y est capable de s'adapter à un stress répété si tu lui donnes le temps. Graduel. Si tu lui donnes le temps. Et vraiment, c'est surprenant, là, la capacité d'adaptation du corps. Là. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais la course à pied, c'est une activité qui, si tu penses que tu vas faire de la course à pied une fois par semaine, trouve-toi une autre activité. On ne fait pas de la course à pied une fois par semaine. On ne fait pas de la course à pied 2 fois par semaine. On peut commencer à peut-être faire de la course à pied 3 fois par semaine, mais idéalement, la course à pied, c'est 4, 5, 6 fois par semaine. Parce qu'il faut que ça soit répété souvent. Il faut en faire des plus petites quantités, plus souvent. Puis de monter ça progressivement. Puis tout changement doit être fait super progressivement. Tu veux changer ta foulée pour une raison ou pour une autre. On pourra en reparler tantôt de dire pourquoi on voudrait changer notre foulée ou pas. Mais il faut le faire très progressivement. Tu changes de souliers parce que tes souliers sont finis. Il faut que tu fasses, que tu ne changes pas tout bout pour bout, là, tout ton lot dans une nouvelle paire de chaussures qui est différente de tes anciennes chaussures. C'est super à risque. Tu passes pas à faire juste du plat, le plat tout d'un coup, tu vas faire juste de la côte. Ça, là, c'est tout, pour nous, là, c'est une source intarissable de travail. C'est vraiment, c'est toujours ça, les blessures. Donc, la solution, c'est certainement pas un médicament. Et en plus, les anti-inflammatoires, c'est pas un médicament super efficace. Ça va cacher tes signaux de douleur, ça va t'empêcher, si on réussit avec les anti-inflammatoires à baisser un petit peu ta douleur, je suis à risque de baisser ton niveau de discipline, entre guillemets, de respecter tes signaux de douleur. Mais c'est ça, t'écoutes plus ce que ton corps te dit. Et puis, évidemment, sur les courses, là, ça, écoute, on l'a tellement répété là, dans les dernières années, là, j'espère que tout le monde maintenant sait là, qu'un anti-inflammatoire, on ne prend pas ça pendant une épreuve pour diminuer là, les delayed onset muscle soreness, là, qu'on appelle, là, pour diminuer les douleurs musculaires pendant l'épreuve ou en pensant que ça va réduire la fatigue, l'apparition de la fatigue ou l'apparition de douleur ou l'apparition de courbature ou l'apparition de crampes, là. On ne prévient rien du tout en prenant des anti-inflammatoires pendant une longue épreuve, même qu'on se magasine des problèmes de reins, on se magasine des problèmes d'estomac. L'estomac qui est déjà irrité par l'épreuve, on va l'irriter davantage. Puis les reins qui sont déjà malmenés par des fois la déshydratation dans une épreuve, on est à haut risque de les faire sauter en prenant des anti-inflammatoires. C'est quand même un fléau dans les courses de sentiers. Beaucoup de monde... En ce moment, de dire, je disais, il y a peu d'événements malheureux en course d'ultra, mais la plupart des événements malheureux sont causés par l'automédication. Puis principalement les anti-inflammatoires. Oui, c'est ça. Je lisais un de tes articles, ça, tu disais, un des
les coureurs sont comme parmi les pires en termes d'automédication. Tu cherches quelque chose online, puis là, je vais essayer ça. Moi, je pense qu'il faut croire en la démarche. Là. On s'est bien entraîné, on s'est préparé, on a été sérieux. T'sais. C'est pas vrai là, que c'est de traîner une petite pilule de plus ou de moins, ou d'avoir un petit bas de plus ou de moins qui va faire toute une différence. Là. Non, non, non. C'est ton entraînement. Il faut croire à son entraînement. On s'est bien entraîné pour ça. On arrive le prêt, ça va bien se passer. Ouais, c'est l'indicateur de performance numéro un. C'est comment ton entraînement. Ouais. C'est pas, des fois, là, d'arriver à moitié entraîné pour un événement, laisse-le faire. Inscris-toi à un autre événement plus tard, puis tu arriveras prêt à ton événement. Ça ne sert à rien d'arriver à un événement à moitié entraîné. Ça ne sera pas le fun. Ouais. Tu vas faire une contre-performance, tu es à risque de te blesser, puis c'est pas une bonne idée. Ouais. Non, tu arrives prêt, ou tu en feras un autre. Il y en a plein. On est gâtés pourris maintenant au Québec. On a des événements tous les week-ends. Ah ouais, tu peux regarder là, pour ceux qui essaient de chercher. Je pense iskio.ca, c'est un des bons sites comme qui agglomère un peu toutes les courses qu'il y a. Sur Distance Plus, on en parle en long, en large, on les décrit toutes. Il y a plein, il y a ça, là, les calendriers des événements, là, tu tapes course en sentier sur Google, tu vas en trouver plein. Même dans la presse, même dans nos dans nos grands journaux, maintenant, on en parle de plus en plus. Là, pendant l'été. Là, ça devient de plus en plus mainstream. Là. C'est merveilleux. Il parlait aussi justement de ça, du high fat, low carb, donc que tu prends plein de gras pour que tu t'habitues à brûler du gras. Puis, mais le problème, c'est que les sont vraiment bons pour courir. Tu cours plus vite sur du glucide que sur du gras. Oui. Ouais. Donc, puis ça, c'est jusqu'à quelle distance? Un 5 oui, un 10 oui, un demi oui. Marathon, plus oui que non, selon ce que ça montrait, j'avais l'impression. C'est pour ça, comme je te dis, là, puis là, est-ce que j'ai une pile de littérature à te sortir? Ouais. Pour pas te dire, mais non. Ah ouais, il n'y en a pas tant encore, c'est encore dans son fait que ça reste développement. Très opinion d'auteur, ça reste très moi j'ai fait ça a marché. Donc, mais j'espère, honnêtement, ça c'est des trucs sur lesquels on dit j'espère qu'il va se publier pas mal d'affaires. Mais en ce moment, l'impression qu'on a, la plupart des nutritionnistes sportifs, c'est un petit peu ça qu'ils vont dire que si c'est spécifique, si ce pourquoi tu t'entraînes, que tu risques justement d'être en contexte d'utiliser tes gras. Là, si toi, là, tu t'entraînes tout le temps, puis écoute, tu pars courir 5 km, puis tu vas bouffer 2 gels, là, ben, tu n'es vraiment pas un bon brûleur de gras. Mais c'est ça. Ouais, puis si tu veux être bon pour courir, utiliser des glucides, mais il faut que tu sois habitué de courir avec des glucides. Probablement. Puis surtout mais, quand on dit l'entraînement intestinal, c'est de dire ça te lève-tu le cœur? C'est quoi ta capacité d'absorption maximale de glucides que toi tu es capable? Es-tu capable, toi, de 70 grammes de glucides aux heures? Ah ouais. Moi, je parlais à David Jacquard, il me disait écoute, lui, là, c'est un troc, là, son ventre, il bouffe n'importe quoi. Il est capable de bouffer 50-60 grammes de glucides aux heures pendant 24 heures. Ça, c'est une des plus grosses qualités chez les coureurs d'ultra. C'est d'être capable de manger comme un porc parce que faut que tu cours toute la journée. Là. C'est un mode béton. Parce que c'est sûr que tu peux avoir un moteur de Lamborghini, mais si tu n'es pas capable de mettre du gaz dedans, il va faire pout. Ouais. Tu vas être bon pour les premiers 40 kilos, puis après ça, tu vas... Donc ça, là, d'avoir un estomac de plomb, il faut que tu testé de voir qu'est-ce que... Puis là, après ça, ben là, tu as les ratios, glucose, fructose, les maltodextrines, tout ça. C'est encore là, on tombe dans le pas si clair. Là. Des fois, là, quand tu écoutes, quand tu vas lire des blogs là-dessus, là, ils partent dans toutes sortes d'extravagances. Les théories du docteur russe, quelque chose qui a... ça prend des suppléments de magnésium, dans tel ratio, puis on ne sait rien de ça. Honnêtement, là, on ne sait même pas en ce moment de dire en sodium, là, qui est l'ion le plus clair, là, de dire c'est quoi sur un ultra, là, c'est quelle quantité de sodium aux heures que tu devrais. C'est quoi tes besoins minimums de ça? On le sait pas. On le sait pas. Ce qu'on dit,
Puis c'est des études de Marty Hoffman là, qui ont été faites au Western State où il dit que tu dois boire à ta soif. Là, ça fait consensus. Tu bois à ta soif, puis tu sales au goût. Puis que si tu as une diète standard d'ultramarathonien, il n'y a aucun bénéfice à prendre des suppléments de sel. Mm-hmm. Puis même que probablement de prendre trop de sel, ça peut augmenter ton risque d'hyponatrémie. Puis en gros, ça te fait boire plus. Ouais, puis le boire mais trop. ça prévient certainement pas les crampes. Et puis ça prévient rien de tout ça. Ouais. Ça prévient pas la fatigue musculaire. Mais on ne sait pas, quand on dit une diète d'ultramarathonien typique ou standard. C'est mais, quoi? C'est combien T'as tellement d'affaires de sodium, ouais. ça. Ouais. Fait qu'on le sait pas trop. Fait que moi, ça, c'est des projets pour l'été là, où j'aimerais ça mettre des questionnaires sur nos épreuves d'ultra là, ici au Québec pour voir un peu, là, en gros, là, les gens, qu'est-ce qu'ils mangent. Puis quand on regarde les pelotons élites, les pelotons de milieu, puis les pelotons de fin, là, en gros, là, les gens, là, qu'est-ce qu'ils mangent? Ouais. Mais au total, là, de dire pour... c'est quoi la moyenne? Ouais. C'est quoi... Parce que même quand on regarde nos formulations, on a de plus en plus de monde qui, maintenant, vont avoir leurs apports en glucides uniquement en liquide. Donc, ils ne mangeront pas sur un ultra. Sur un ultra, juste des liquides. Juste du liquide. Moi, à Arcana, l'an dernier, sur 19 heures de course, j'ai rien mangé. Wow. Bu plein de Gatorade ou des... Non, mais des Refresh, Tailwind, Scratch, il y en a plein là, de formulations liquides en Europe, il y en a, là, c'est des quantités phénoménales. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il y a en sodium dedans, écoute, dans Refresh, tu as 10 mg de sodium par 500 ml. Dans Tailwind, je pense que c'est 350. C'est une différence. C'est une différence majeure. Ah ouais. Mais si tu ne manges pas rien d'autre, ça t'en prend du sodium. Mais combien au minimum? C'est pas vraiment. Ouais, on sait pas trop encore. On sait pas trop. On dit salé au goût, mais là, OK. Mais en même temps, c'est un petit peu touchy quand tu prends tes apports en liquide parce qu'il faut que tu respectes le fait de boire à ta soif. Ouais. Tu bois trop. Mais c'est drôle parce que souvent on trouve, comme tu dis, boire à ta... On a découvert, on a fait des études, puis on a trouvé que boire à ta soif, c'est ça qu'il faut faire. Puis souvent, j'ai l'impression, c'est ça, souvent aussi tu as des études qui disent le meilleur prédicteur, comme la meilleure façon de t'entraîner, ben, c'est en écoutant ton corps, donc comme les RPE, le Rate of Perceived Exertion, en français c'est comme, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est comme à quel point sur une échelle de 1 à 10 tu sens que tu forces. Clairement. Ben, c'est souvent... plus fiable que des fréquences cardiaques. C'est ça, c'est plus fiable qu'une fréquence cardiaque. Fait que tu dis juste le subjectif du corps. Fait que tu sais, ça va un peu dans le trend de un peu le corps naturellement est une machine qui est bien faite. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pas mis un cardiofréquence-mètre. Là. Ouais. Puis là, j'ai changé ma montre. Là, puis là, il y a un moniteur de fréquence cardiaque sur le poignet. Ouais. Cette affaire-là qui dit n'importe quoi. Ouais. Moi aussi, il est pas super précis. Moi, là, je regarde il est bon au repos des même, fois, mais mais repos, mais pas quand tu cours. non. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas très utile. Moi, je trouve que c'est à risque d'induire en erreur de regarder les fréquences cardiaques et tout ça. Ouais. Parce que les journées où tu es plus fatigué, où tu as moins bien dormi, ta fréquence mais cardiaque va être plus haut plus facilement. Puis, tu es à risque de t'entraîner à trop haut régime. Ouais. T'es clairement mieux d'utiliser tes perceptions. Ouais. Puis d'y aller de façon honnête. Tu sais, puis là, on tombe dans les effets pervers de Strava puis de tout ça. Ouais. Parce que là, les gens veulent montrer à Strava qu'ils ont fait une run avec un score de ben oui, c'est ça, t'as des effort scores, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est pas... C'est n'importe quoi. Ouais. Ben, c'est pas complètement n'importe quoi, mais tu sais, c'est comme... Oui, c'est basé un peu sur ton heart rate, pis tout, mais tu sais, c'est comme... C'est pas vraiment... Le meilleur indicateur, c'est comment tu te sentais. Ouais. Mais est-ce que vraiment, tu vas arriver... Tu sais, les médias sociaux, puis les pages Facebook, puis les Strava de ce monde et tout, ça fait en sorte qu'on a beaucoup de coureurs élites qui ont une pression supplémentaire, qui n'ont pas besoin. Et à la fois une source de motivation, parce que les gens te suivent. Beaucoup de monde qui se motive. Puis ils t'encouragent, mais on tombe dans la pression de devoir leur en montrer. Puis
Ouais. Quand on a une Tu veux moins montrer bonne là, passe, que tu fais ou 200 kilos par Ouais. semaine, 300, tu sais. Puis gars, Ouais. là, j'ai fait une run poche aujourd'hui, là. Ah ouais. Ah oui, puis tu veux montrer que tu cours à 4,30 du kilo, Je suis allé 4,20. courir avec mon ami que j'initie à la course, là, puis mais tu sais, là, je sais pas, là, il y a comme une Ah ouais. pression. Là, t'es comme, ah, il court plus vite, là, ça va je vais faire dur sur Strava, là. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a, là, des gens là, qui vont checker, tu sais, plein, tu sais, qui vont checker tout le monde sur Strava, là, et tout. Fait que tu sais, je pense que c'est d'avoir un certain détachement à ça. Ah ouais. Ça. Puis, il y en a quand même... Je sais pas où on s'en va avec ça. Il y en a, je vais pas faire du name dropping, là, mais il y en a qui ont laissé ça complètement de côté puis qui sont très contents de l'avoir fait. Mhm. Il y a des gens qui sont là puis qui continuent ça puis qui sont très heureux puis très corrects avec ça. Mhm. Mais il y a un petit côté pervers à ça. Ouais. Qui souvent va faire en sorte que tu en fais un petit peu trop, que tu te mets trop de pression. Ouais. Puis que ce que tu as dès le départ commencé à faire vraiment, c'est pour ton plaisir, puis pour ton dépassement personnel, puis pour ton... ben là, à un moment donné, c'est plus tout à fait les mêmes raisons, puis ça devient un petit peu... puis il faut se remettre en question par rapport à ça. Il faut que ça soit le fun, puis que ça soit drôle. Là. Ouais. Faut que, comme, tu sais, moi j'aime bien Strava, ça m'aide à comme quantifier justement l'entraînement, comme tu dis, comme avant j'avais un Google Doc que là je mets tout, puis j'ai toujours ça, mais je trouve que c'est le fun Strava, je peux voir la distance que je fais. Avant je pouvais pas voir. C'est ça. Fait que c'est le fun, tu regardes tes runs, tu regardes qui t'a croisé, patati patata, mais faut pas trop que tu sois trop self-conscious de ben là tu check là je jog, je suis trop lent ou je suis trop vite. Souvent c'est juste faut que tu écoutes ton corps. C'est ça. Moi aussi, je suis sur Strava, puis j'y vais, puis j'aime bien ça. Mais c'est ça. Moi, je mets toujours une petite mise en garde au monde chez qui ça devient un peu... chez qui ça risque de devenir un petit peu plus pervers. Ouais. Mais moi, d'arriver, puis de vouloir, puis vraiment d'y tenir, puis d'avoir préparé, puis de vouloir absolument faire un bon temps et tout ça, je n'irai jamais à Boston. Ouais. Il y a t'es trop déconcentré. Ouais. Trop de... Puis là, t'arrives, et puis là, c'est de la bouette partout au départ. Puis tu t'amènes une autre paire de souliers parce que tu sais que tu vas avoir les pieds pleins de bouettes, puis là, tu changes tes bas. Tu sais, ça n'a pas de sens. mais comme... Il y a une belle crowd. Ouais, c'est ça. Ben écoute, ça, j'en revenais pas. Sur 42 km, il y a du monde, là. Tout le long. Tout le long. Ouais. C'est fou. Ça, c'est ça que j'ai l'impression qu'il me manquerait un peu si je m'orientais trail. C'est la crowd, c'est le fun, je trouve. Non, en trail, là, t'arrives et il est 2h du matin, il y a 2 personnes. Ouais. Bravo! Tu vas pas là pour le glamour, là pour ça. là, Non. te sentir comme une superstar. Quand t'arrives, marathon d'Ottawa, marathon de Boston, là, t'arrives à l'arrivée, là, calé, comme un super-héros. Là. Ouais. Non, en sentier, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça qui se passe, c'est autre chose. C'est pas, non, tu fais ça pour toi, là. Ouais. Mais ça a l'air d'être une belle expérience, par contre. T'es dans le trail tout le long. T'sais, moi, j'adore ça, les trails. Fait que... Puis mais on a des terrains de jeu, là, le Québec, là, on en manque pas. Hallucinants. Ah ouais, on en manque pas. C'est ça, tu me disais, il y en a plein. Là, le Québec, c'est un des gros endroits au monde, là, je pense. Moi, les endroits, là, le mont Mégantic, le mont Gosford, ici, là, tu sais, juste même, là, pas loin de Montréal, le mont Saint-Hilaire, c'est vraiment... Wow, Ah ouais, c'est super. Ouais. Puis bien évidemment, là, tu sais, Charlevoix, l'Ultra Trail du bout du monde, le Gaspésia-100, le Bromont Ultra ici à côté. Écoute, on a... puis même aller courir à Far Hills, là, l'Ultrenza, là, dans les Laurentides, j'espère que j'en oublie pas, là, mais... Il en manque pas. La chute du diable, écoute, on a le trail de la clinique du coureur là, qui arrive bientôt là, en juin. Là, c'est des super beaux sentiers. Vraiment. Puis on a plein de... On a notre forêt boréale dans Charlevoix, on a nos les Montérégiennes et tout. Non, vraiment, moi j'ai fait plusieurs courses, quelques courses en Europe aussi, puis honnêtement, moi j'aime beaucoup nos forêts du Québec. Oui. J'aime beaucoup nos racines, nos roches, notre boîte. Là. Ouais. C'est très beau, là. L'Europe est en train de dire que c'est pas beau. Là. Mais, ouais, mais tu sais, t'as pas besoin d'aller prendre un billet d'avion pour voir des beaux paysages. Là. On est en masse dans notre cours. Là. Ouais. Là-bas, c'est beaucoup de la roche, puis de la roche, puis de la roche. Tu arrives sur des sommets où t'es pas mal plus en altitude qu'ici, mais c'est beaucoup de la roche, puis de la roche, puis de la roche. Ouais.
Souvent, on voit ça, là, des vidéos assez impressionnantes, Ouais. tu sais, comme il court son... C'est de même, là. C'est comme un gros pic, puis là, il court sur le long de la roche, puis t'as des nuages à côté. Fait que c'est assez impressionnant, Vraiment. mais tu sais, courir sur de la roche, ça doit être le fun un petit bout, mais à un moment donné, Ben, c'est le fun aussi tu sais, d'une bonne surface, un moi, peu j'ai plus molle. trouvé que même autour du Mont Blanc, on passe beaucoup dans des villes. Il y a quand même Ouais. des sections de route, alors que quand même la majorité de nos courses ici, on est pas mal 100% trail, là, ou pas loin. Là. Mais quoique, moi je vous le souhaite là, à tout le monde là, d'aller faire des courses en Europe, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, on a certainement pas à être gêné de nos événements par Ouais. rapport à ce qui se fait à l'étranger. Ouais. C'est ça, pis y a pas l'excuse de ah ben là si je veux faire un ultra faut que j'aille super loin. Non, Absolument. tu peux. Non. Il y en a bien en masse au Québec. Puis nos organisations sont vraiment C'est tête. wow. Ouais. On regarde là, en Transmartinique, là, il n'y a pas longtemps cet hiver, là, puis en organisation, là, on a des super organisateurs de courses. Ouais. Je vous dis que c'était croche là-bas. Là. Ah ouais. Good. Là, j'ai comme plein de sujets. Un peu, là, ça va être un peu comme une section Rafale. Doc Benoît. Ouais, c'est ça. Doc Benoît. Pas Doc Mayou. Doc Benoît. Et ça va être, c'est ça, relier un peu comment t'es. Parce que toi, t'as beaucoup de connaissances sur les données scientifiques. T'es un membre de l'association des médecins du sport. Oui, des médecins du sport. L'Association québécoise des médecins du sport. Donc, vous, je suppose, vous regardez les études. Ben, on a un congrès là, chaque année. Tout Ouais. ça, c'est de l'échange je suis pas certifié en médecine sportive, par contre. OK. Mais oui, on a au moins un congrès par année, là, ou deux, où il y a des projets de recherche. Et puis que, Vous voyez l'état de la littérature sur divers. Puis est-ce que tu dirais que j'ai l'impression que souvent la course à pied, c'est un des sports les plus étudiés en sciences en général. Est-ce que c'est un des dominants, tu dirais, que vous voyez, ou est-ce que vous voyez vraiment un il y a peu tout? beaucoup. Au Québec, là, mais je veux dire, de façon générale, le cyclisme est vraiment étudié beaucoup. Ouais, Le football, ouais, énormément. Surtout sur les gros sujets chauds en ce moment, c'est le les dépistage des athlètes à risque. ouais, les De commotions. dire non, mais de décès. Ah, De dire est-ce qu'on devrait faire chez nos sportifs élites ou à partir du moment où tu fais une équipe élite, est-ce qu'on devrait faire des échographies cardiaques, est-ce qu'on devrait faire on des parle aussi électrocardiogrammes en et tout cyclisme ça. aussi? Oui, Ok. en fait, pour tous les athlètes, mais ça a commencé beaucoup du football. Ouais. Beaucoup aux États-Unis, où ils sont assez quand même agressifs là, sur... fait que ça, le dépistage des athlètes à risque, c'est un gros sujet chaud en ce moment. Ouais. Puis beaucoup, là, on en voit pas mal. Puis en ultra-trail, on en voit pas mal là, du monde là, qui ont eu des passés de pas nécessairement toujours si glorieux que ça, là, qui ont commencé, là, qui ont eu une révélation de dire « faut que je me remette en forme là, dans la quarantaine, là, un peu comme moi. » Puis Mais tu regardes Lionel qui ont fumé Sanders. pendant je sais pas combien de temps, puis qui ont été obèses, et puis qui ont eu des passés de consommation là, abusive et tout ça. Puis que là, ils se remettent à la course à pied. Tu te dis, OK, mais qu'est-ce qu'on devrait faire comme investigation chez ces gens-là? Parce qu'ils ont probablement les vaisseaux là, un peu là, plein d'athérosclérose, puis tout ça. Fait que, est-ce qu'on devrait faire des épreuves d'effort à tout le monde? Est-ce qu'on devrait faire des écho-cœurs à tout le monde? Est-ce qu'on devrait faire des ECG à tout le monde pour prévenir des décès? Parce que c'est ça. Les gens qui se remettent en forme et tout, mais minimalement, on devrait commencer par au moins une épreuve d'effort. Puis des questionnaires surtout. Là. Moi, je pense que par des questionnaires, on peut dépister beaucoup de choses. Hein. Des gens qui ont déjà eu des pertes de conscience à l'effort, c'est des gros red flags, c'est des gros drapeaux rouges. Les gens qui ont des baisses de performance inexpliquées, là, de dire, voyons, ça marche plus, là, puis c'est pas parce que j'ai pas bien dormi, c'est pas parce que je me suis chicané avec ma blonde, là. Ça, on doit toujours se méfier de ça. Si dans la famille, il y a eu des décès soudains, des morts subites là, dans la famille en jeune âge et tout ça, là, ça, c'est des drapeaux rouges aussi. Ouais. Puis là, après ça, c'est ça. Là, on peut facilement tomber dans le surdiagnostic avec ça, là, où là, on va faire des résonances magnétiques cardiaques à tout le monde, là, puis tout ça, parce que
On sait qu'au moins 30% des coureurs qui s'entraînent pour marathon et plus, ils vont avoir des anomalies à un électrocardiogramme. On va faire, les Italiens, là... 30%? Ouais, c'est beaucoup. Wow. On va avoir, on appelle ça des repolarisations précoces ou des trucs comme ça, ou un cœur qui bat vraiment lentement, là. Ouais. Tu sais, un athlète, là, qui s'entraîne beaucoup, là, avoir une fréquence cardiaque de base, là, à 40 quelques, là, c'est pas rare, là, au repos, mais arrive à l'urgence pour un rhume, là, puis dit, j'ai un petit inconfort ici, puis ils vont te faire un électrocardiogramme au triage, puis avec une fréquence cardiaque à 42, là, écoute, ils vont te coucher sur une civière, ils vont t'amener dans la salle de réa. On n'est pas habitué de voir ça. C'est du monde en forme. On a du monde malade. Donc, toutes nos études, en ce moment, sont faites beaucoup chez des clientèles malades. On n'a pas beaucoup d'études sur qu'est-ce qu'on doit regarder à une échographie cardiaque chez un sportif élite. Fait que oui, il y a beaucoup d'études sur les commotions cérébrales en ce moment, là, depuis 10 ans, là, c'est très, très, très à la mode. Mais le dépistage des athlètes à risque de mort subite, on se questionne beaucoup par rapport à ça, c'est super intéressant. Le nouveau trending topic à l'association. Non, on n'aime pas ça, t'aimes pas ça. T'es un organisateur d'événements, puis qu'il y en a un qui meurt pendant ton événement, t'aimes pas ça. Ah ouais, c'est pas de la bonne presse. Là. Non. Puis c'est juste aussi moralement, c'est comme, j'ai-tu fait quelque chose de mal? Moi, j'ai fait le marathon canadien de ski il y a 2 ans, puis il y en a un qui est mort en avant de moi. Creux dans le bois, là, il est mort, il est tombé, il est mort. Puis, tu sais, ça, de dire, est-ce qu'il y aurait eu moyen de prévenir ça? Est-ce qu'on peut dépister ça? Est-ce qu'il y avait des signes avant? On en a eu des décès aussi au Ironman Tremblant l'an dernier. Est-ce que c'est des décès? Est-ce qu'on peut faire plus d'éducation à notre population pour que les athlètes reconnaissent les drapeaux rouges? Probablement, quant à moi, que d'accoter ton seuil sur un marathon, quant à moi, c'est probablement beaucoup plus dur sur le cœur que courir un 125 kg c'est ça. Où tu es à 30-40% de ta VMA. Là. Ouais. Parce qu'un marathon, tu pousses, t'as la crowd qui te fait pousser, tu sais, t'es comme, let's t'es à go. côté, là, t'es vraiment, t'es à côté sur ton seuil pendant 3 heures, là, c'est... 3 ou 4 pour beaucoup de monde. Mais c'est ça, c'est un... Est-ce que t'es plus à... Mais quand même, en ce moment... ça va prendre plus d'études pour vraiment bien définir ce risque-là. Mais ça probablement la même chose en ce moment pour les joueurs de football, pour tous les sports où tu vas être à haute intensité. Est-ce que c'est vraiment pire pour un marathon que pour un coureur de 5000 mètres? Je sais pas. Pas trop clair. Pas trop clair parce que tu regardes leur entraînement à l'année, là, il n'est pas si différent que ça. Pour 5000 mètres, là, il en fait métrage, là, dans son fait que c'est... Puis il se pousse beaucoup, souvent, plusieurs fois par semaine. Fait qu'est-ce que ça va plus déformer ton cœur que de faire un marathon? Ce qui est certain, c'est que moi je reviens, là, si on revient au début de notre entretien, c'est que ce qu'on fait pour notre santé, moi je cours pas des ultramarathons pour ma santé. Pour le fun. Je cours ça parce que ça m'allume. Parce que dans ma vie, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de repousser mes limites. Ça m'allume de le faire. Ça fait que je vis une vie satisfaisante. Ça fait que je suis content de rentrer à la maison. Ça me fait que je suis dans une communauté qui m'allume et tout ça. Puis c'est vraiment pas juste parce que courir, c'est bon pour mon cœur, c'est bon pour mes poumons. C'est pas ça mon objectif premier. C'est pas un moyen pour atteindre la fin d'être en santé. C'est une fin en soi. Pour moi, c'est un petit peu un tout là, quand je regarde ma vie, de dire... quant à moi, là, même s'il y avait des risques potentiels pour mon cœur, je le ferais pareil, mais c'est sûr. Ah oui, même chose. Parce qu'il n'y a rien qui... moi, je vais-tu juste choisir des activités sans risque dans ma vie? Ben non. Là. C'est à ce moment-là, tu fais pas grand-chose. Là. Tu fais des mots croisés puis des sudoku. C'est ça. Plat. Ouais. Non, puis tu dis tu regardes le taux de suicide. Si t'as pas cette chose-là, cette drive-là, les taux de suicide sont quand même assez élevés. Mourir de problème de cœur, je pense que t'as moins de chances de ça que tu regardes le monde qui sont en dépression, puis que s'il y avait vraiment quelque chose de majeur pour le cœur, on le saurait parce qu'il y aurait plein d'événements. Ça serait clair. En ce moment, moi je pense que peu importe qu'est-ce que vont dire les prochaines études et tout,
ça se peut qu'on en conclue que oui, il y a une augmentation de risque et puis qu'il y a des trucs comme ça, mais je pense pas qu'on va avoir des études à venir qui vont commencer à dire que la course d'ultra, c'est à haut risque, que c'est une activité qu'on va considérer comme dangereuse ou téméraire. En ce moment, quand on regarde, même chez les cyclistes du Tour de France, ils ont une espérance de vie au-delà de la population générale, malgré le fait qu'ils sont tous dopés. Mais, donc, en quelque part, il doit y avoir quelque chose de bon à même faire des épreuves d'endurance. Parce que je veux faire le Tour de France, là, c'est clairement un méga ultra. Là, cette affaire. C'est clair que tu pousses ton cœur en tabarouette. Là. Mais ça n'en revient que, à un moment donné, quand tu augmentes ton load, puis que tu as l'appel de vouloir faire des distances qui sont plus longues, il faut le faire pour les bonnes raisons, il faut le faire parce que ça nous tente pour vrai, il ne faut pas le faire parce qu'on veut montrer aux autres qu'on le fait, puis qu'il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne distance, là. Courir un 100 miles, un 160 kilos, c'est pas plus hot que courir un demi-marathon. Là, quant à moi, c'est plus fancy quand t'arrives à la job et tu dis j'ai fait un 160 kilos, là, mais... Oui, mais parce que c'est un petit peu plus outside, mais de bien courir la distance pour laquelle tu te prépares. Là. Mais si tu regardes intrinsèquement, si tu regardes pas, t'essaies pas de voir genre statut social de te vanter aux gens j'ai fait telle distance, si tu regardes juste c'est ça intrinsèquement, est-ce que t'as un plaisir à faire l'activité, tu peux avoir le même d'un 21 que, comme tu dis, d'un 160. Là, c'est le 5 km de la clinique du coureur en fin de semaine, puis que là, on va voir des 5 km en 14 minutes, là, puis peut-être en bas, là. Wow, là. Wow! Puis le monde, tu dis genre, j'ai fait un 5 kilos. Mais c'est quand tu fais un marathon, là. Ou t'es versus un marathon en 4h30, 5h, tu sais, de dire, moi, je pense que de t'inscrire à une épreuve qui t'allume, qui t'attire, puis que tu vas faire au meilleur de ce que tu t'es entraîné pour le faire. C'est ça qui est allumant, là, puis que c'est ta performance à toi, puis dans ta démarche à toi. Là, moi, je trouve ça bien le fun, les événements, là, mais moi, j'ai beaucoup plus d'attachement pour les démarches que pour l'événement en soi. Là. Je trouve que des fois, là, les sacrifices qu'on a faits pour se rendre là, ou tout ce qui a amené à la préparation pour un événement. Des fois, on est bien déçu là, si l'événement n'a pas été comme on le voulait, là, mais à un moment donné, de dire qu'est-ce qui fait en sorte, si on se sert de notre sport pour avancer comme individu, c'est pas mal plus la démarche qui nous fait avancer, où on apprend sur nous-mêmes, ou que l'événement en soi. Que l'événement en soi, bien souvent, pas tout le temps. Des fois, franchement, pendant un événement, ça peut être assez wow, là. C'est le fun, quand ça va bien. Oui, quand ça va bien, oui. Mais même des fois, moi, j'en ai eu là, qui ont vraiment, vraiment pas bien été, là. Écoute, puis que moi, la TDS, là, au Mont-Blanc, ça a pas bien été, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, puis c'est correct. Ouais? Tu deals bien avec ça. Moi là, mon dernier marathon, là, ouf, c'est comme... tu sais, je sais pas, là, mais c'est ça que... Ça a l'air d'être un peu la wisdom, un peu, de dire comme, tu sais, faut que tu apprennes de tes erreurs, tu en apprends sur toi en voyant tes limites, puis tout ça. Mais c'est sûr, je sais pas, je trouve que c'est facile à dire, mais tu sais, comme quand tu le vis... J'ai l'impression qu'il y a du monde qui dit le mieux. Moi, c'était comme... Comme, tu sais, j'y repense encore. Je suis comme, c'était pas le fun. C'était pas positif. C'était très négatif comme événement. Je souffrais, mais... Peut-être en trail, là, tu fais un gros trail long, tu penses beaucoup. Puis, tu sais, un trail long, là, tu sais, c'est un peu plus le compléter que le compléter en un certain temps, l'objectif. Tu sais, c'est... Des fois oui, des fois non. Puis moi, en fait, à la TDS, c'est exactement ça. Là. Regarde, j'étais parti là avec un objectif de temps. Ouais. Puis bon, l'objectif de temps, à un moment donné, tu vois bien que... Ça va pas arriver. Il arrivera pas. Ouais. Fait que là, tu dis, bon, mais Colin, je suis quand même sur le Mont Blanc, là, tu sais, il y a pire que ça dans la vie, là. Puis c'est super beau, puis quand même, on fait des belles rencontres, mais tu sais, Colin, je suis pas venu ici pour marcher, là. Ouais.
Puis là, tu dis, OK, mais là, j'ai quand même la nausée, puis j'ai mal partout, puis ça va pas bien, puis je suis fatigué. Puis là, ça fait 20 heures que je cours, là, puis que j'essaie ou que je cours pas. Ah ouais. Ça fait 20 heures que je cours pas, puis que, que je serais supposé courir. Ouais. Puis que t'es malade, et puis que tu dis, ben gars, là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le finir juste pour dire que j'ai fini? Ouais. Ben, tu sais, c'est quand même une bonne question, des bonnes réflexions. Ouais. Puis finalement, j'avais arrêté. Ouais. Puis t'étais à combien de combien? Combien de kilomètres J'étais à 100 kilos, 120 kilos. Ah! Tu dis, il te manque un sixième. Ouais, mais c'était la nuit, puis là, il me restait un autre grimpe de 1000 mètres. Ah ouais. C'est pas un 20 kilos plate, là. Dans un milieu que je connais pas, là. Ouais. Je suis jamais allé là. C'est pas dans ma cour, là, de dire que, regarde, je sais où, là, je vais me trouver un petit coin, puis je vais faire une petite sieste, puis, c'est intimidant, le Mont-Blanc. Ouais. Fait que j'avais décidé de pas continuer. Puis, là, j'ai pas été content. Et, Ouais. j'ai pas été content du tout. Ah ouais. Mais par contre, avec un peu de recul, tu dis, c'est correct, il y en aura d'autres, là. Puis comme de fait, après, je suis revenu, puis l'an passé, j'étais vraiment content, j'ai super bien fait à Arcana, puis c'est super. C'est vraiment des choses qu'il faut avoir, puis qu'il faut lire, là, si on est un coureur sérieux, là, puis qu'on veut, il y a vraiment plein de notions là-dedans, mais il faut respecter la capacité d'adaptation du corps. La base, le numéro 1, c'est la progression. Tu sais, de la règle du 10%, toi, tu dirais que c'est pas une mauvaise... C'est une bonne règle de thumb rule, là, oui. À peu près. Là. Mais il faut avoir une capacité d'improviser, écouter les signaux du corps. Oui. Quand ton corps te parle, écoute. C'est dur à ralentir. Ah, d'écouter, là, tu sais, tu te dis, ah non, j'ai un peu mal, mais je suis pas sûr que j'ai mal, je vais juste continuer, puis si j'ai pas mal, ça veut dire que ça va bien. Puis là, tu continues, puis là, ça empire, puis là, tu prends des anti-inflammatoires, puis là, ah, j'ai plus mal. Ouais, les infiltrations de cortisone. Ouais, ça c'est populaire, hein? Ça marche pas. Ben, ça marche pas, ça marche pour de l'arthrose, c'est des trucs ouais. comme ça, mais tu sais, pour des tendinopathies. Mais tu sens plus la douleur. Hein? Tu sens plus la douleur, mais après ça, tu brises ton muscle. Pas nécessairement. Ah ouais, même pas. Pas nécessairement. Ouais. Pas nécessairement. C'est juste du monde qui s'essaye, puis ils disent peut-être ça va marcher, puis... Peut-être. Très, très, très peut-être. Ah ouais. Mais c'est les infiltrations de cortisone pour des fasciopathies plantaires, il ne faut pas faire ça. Pour des tendinopathies d'Achille, il ne faut vraiment pas faire ça. Pour des bandelettes, peut-être des fois. IT band? Ouais, peut-être des fois. Ah. Quand on a vraiment un échec de réadaptation, là, peut-être. OK. C'est quoi un échec de réadaptation? Pour combien de temps tu prédis un échec? Quand tu as fait une bonne réadaptation avec une bonne quantification du stress mécanique, que tu as fait des exercices, travaillé un petit peu, et que tu es passé par ton aquajog, et puis ton vélo stationnaire, tout ça, puis bref, qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu peux toujours l'essayer. Ouais. Mais faut faire les premiers pas en premier, il faut aller à la base en premier. Une infiltration... les indications pour faire une infiltration articulaire, c'est quand tu as un échec de progression de quantification de ton stress mécanique en physio et que tu as un échec là, qui n'est pas causé par un manque de discipline là, ou parce que j'ai fait n'importe quoi puis j'ai sauté des étapes. Mais un échec où que tu plafonnes là, puis tu es toujours en train de tu dis OK, peut-être qu'en faisant une infiltration, on va être capable de continuer à faire progresser ta quantification de ton stress mécanique, mais c'est certainement pas juste faire une infiltration comme ça, puis là, regarder, là, tremper un petit cristal dans l'eau, puis là, le pointer vers le sud alors que la Lune est en bon. Mais tu sais, il faut que ça soit fait dans une démarche de réadaptation. Oui. OK. Autre, donc, pour le take-home message et quantification, de regarder, d'utiliser Strava ou whatever, ou autre chose juste pour voir combien vous faites, puis allez-y graduellement. Oui, moi je pense que c'est important de consulter un professionnel de la santé qui va vous aider à vous discipliner, qui va vous aider à être créatif. Parce que ça prend de la créativité. Là. On veut trouver des formes de cross-training qui vont mettre moins de stress sur la région blessée
mais juste assez moins, puis qu'on va pouvoir la monter progressivement en fonction de ce qu'on peut tolérer pour laisser place à des adaptations du corps sans sauter d'étape. Des fois, peut-être qu'il y en a qui sont capables de faire ça tout seuls, mais il y en a qui ont étudié là-dedans. Allez les voir. Ouais. Puis souvent, ça te prend quelqu'un d'autre. Parce que tu sais, toi-même te dire non, je vais arrêter. Comme moi, parfait exemple, justement, je voulais faire le 5 km de la clinique du coureur, j'étais inscrit et tout ça. Et là, j'ai eu des problèmes de IT band récemment, bandelette iliotibiale. Et là, mon coach un matin, il me dit tu fais pas la 5 kg en passant? Puis là, je dis ben, je vais me rendre, puis je verrai comment je me sens. Puis là, il dit non. Écoute, ok, regarde, demande à ton physio. Puis là, je demande à mon physio, puis mon physio dit non. Puis là, moi, je Comme non. un bon ado, mais là! Non, ben oui, mais là! Ben là! Il y a 2000 piastres en jeu, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait 5 kilos. Peut-être que je vais me sentir mieux, puis tu sais, je sais que c'est pas rationnel, là, j'y pense, je regarde ça de l'extérieur, c'est con. Mais surtout un 5 km où on fait de l'overstride, là, tu sais, c'est pas bon pour une bandelette, là. Ouais, mais tu sais, moi, je me dis, mais là... Tu sais, je veux juste me pointer, je vais voir comment je me sens. Si j'ai mal, je vais arrêter. Puis, tu sais, je dis ça, puis en même temps, je pensais, je devrais-tu prendre des anti-inflammatoires avant pour pas sentir. Tu sais, juste pour le 5 kilos, tu sais. Puis, complètement déni. Tu sais, je le sais que c'est pas bon. Ben non. Mais, tu sais, ça me prend quelqu'un pour me dire non. Ça me prend. C'est correct. Ouais. Les enfants, ils ont besoin de parents. Oui, j'ai besoin, oui. Je suis un enfant, j'ai besoin de mon coach et de mon physio qui me disent non, fais pas ça, c'est con. Mais puis je pense que beaucoup de monde ont besoin de ça aussi. Ils ont besoin d'un expert qui va leur dire non. Les étirements, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça en est un autre sujet, ça. Puis pourtant, un sujet qui est vieux comme la Terre. On s'attendrait à ce qu'il y ait des tonnes de littérature là-dessus. Mais non, il n'y a pas des tonnes de littérature là-dessus. On sait de façon générale que les gens qui génétiquement sont plus souples ont tendance à moins se blesser, probablement. Mais quelqu'un qui génétiquement est pas souple, comme moi... Moi non plus. Est-ce qu'il y a un bénéfice à gagner en souplesse si l'activité que tu fais, elle te demande pas d'avoir... de la souplesse. Écoute, ton activité, c'est du karaté, du jiu-jitsu brésilien, de la ballerine, des affaires comme ça. Tu dis non, OK, il faut que tu gagnes en souplesse parce que ton activité te demande ça, mais la course à pied, non, vraiment pas. On n'a pas besoin. Il n'y a pas de bénéfice à gagner en souplesse, en tout cas, à date, là, dans ce qu'on sait. Les étirements, qu'on dit des étirements statiques, là, hein, des étirements de je prends mon muscle puis je l'étire de façon statique, juste avant une épreuve, ça augmente le risque de blessure, ça baisse la performance. Fait que ça c'est assez clair. De s'étirer après l'exercice, probablement pas vraiment de bénéfice à ça non plus. On sait en tout cas que de s'étirer après l'exercice, ça diminue pas les courbatures que tu vas avoir eues. C'est pas parce que tu t'étires pas que tu vas avoir plus de courbatures là, après ta course. Puis tout le monde me disait ça, moi. Tous mes coachs, ils me disaient ça. Là, tu vas te sentir mieux. Là. Moi, je me sens mieux après quand je fais ça. Bois de l'eau, étire-toi. C'est ça. Trempe ton cristal dans l'eau, pointe-le vers le sud. Alors que mais là, il y a tous les étirements qu'on dit, les étirements dynamiques, les étirements balistiques, Là, ça, malheureusement, on a peu d'études et ça plaît plus à l'esprit que, dans le fond, que ça soit un petit peu plus bénéfique parce que il y a un côté réchauffement là-dedans. Et ça, clairement, là, de dire, OK, je m'en vais courir 20 km, là, mais je fais un premier kilomètre là, à bas régime là, pour juste réchauffer mes muscles et tout ça, ben ça c'est sûr que c'est bénéfique. Ouais. Il y a des données. Puis d'avoir un cool-down. On a moins d'études sur les cool-downs, mais ça aussi, ça plaît à l'esprit de dire que, hey, gars, tu vas faire un cool-down, tu vas diminuer ça doucement. Là. Tu fais ton dernier kilomètre là, où tu fais un cool-down avant d'arrêter. Fort probablement. Ou on dit, hey, quand tu finis ton marathon, continue à marcher. Pour justement là, ralentir la cadence doucement là, plutôt que je passe la ligne d'arrivée puis là je reste couché. Ben ça c'est clair, je l'ai senti. Quand je m'assois, après ça, je peux plus me relever là, après un marathon. De continuer à marcher, c'est probablement une bonne idée aussi. Mais les étirements statiques, là, de je m'installe au sol puis je m'étire, ça, non.
Faut pas faire ça. Avant, je pense que j'avais vu des études qui disaient même que tu peux augmenter tes chances de te blesser ou que tu peux réduire ta performance. Les étirements statiques avant l'épreuve augmentent les blessures, diminuent la performance. Ouais. Puis ça, c'est tellement fou parce que toutes les 95% des coachs, là, ils vont te dire là, fais tes étirements. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à réaliser qu'ils les font faire après, mais au lieu de avant. Mais tu sais, c'est quand même fou quand tu y penses que avant, c'était une pratique. Mais la croyance populaire, mais si tu regardes, même nous autres en médecine, là, il y a beaucoup de traitements qu'on fait par coutume. Là. On le fait, même s'il n'y a pas de données scientifiques qui pointent vers ça, juste parce qu'on l'a toujours fait et puis parce que. Puis qu'on a l'impression que ça a toujours fonctionné, mais c'est pas. Non. Mais sur les étirements statiques, là, quand même, il y a assez de littérature pour dire que les étirements statiques sont pas bon. C'est clair, là. Ouais. Si il y a des études, des grosses études. Non, ça, c'est clair. Comme je disais tantôt, on a des niveaux de certitude. Là. Ça, statique. Je vous dis pas mon opinion. Ça, on le sait. C'est pas bon. Faut pas faire ça. Des données scientifiques, des études, des grosses études sur les étirements dynamiques, balistiques et tout ça, c'est plus flou, c'est moins clair. Plus en développement encore. Puis en ce moment, ce qui me tanne un peu quand on écoute le discours populaire, c'est qu'ils disent « Oh, ben là, ça, c'est la gang de minimalistes. » Non. Ouais. Ou « Oh, là, ils veulent qu'on mette tout le monde avec des petites chaussures. » Non! Ouais. Si ça marche pour toi d'avoir tes chaussures normales, reste avec ça. Quelqu'un qui commence à courir, idéalement, il commencerait avec une plus petite chaussure. Pour justement faire en sorte qu'il ne cogne pas, qu'il court léger, qu'il court avec une petite foulée, qu'il court délicat. Pour renforcer tes... Qu'il y a une musculature intrinsèque du pied qui va être plus forte avec la petite chaussure, c'est certain. Ouais. Celui qui est coureur d'expérience, il a toujours couru avec ça, puis il est content de même, il reste de même. Celui qui a eu juste une petite blessure comme ça et tout ça, mais qu'avant ça, tout allait toujours bien, tout ça. Reste de même. Fais ta quantification de ton stress mécanique et tout ça, mais on ne changera pas ta foulée. Mais celui qui est blessé chroniquement genou, hanche, dos, là, comme moi, là, qui a une hernie discale, lombaire et tout ça, là, de dire écoute, là, moi, il faut que je cours en ninja, là, sinon. Fait que la meilleure façon de faire ça, c'est vraiment de se mettre à peu près rien dans les pieds. Mais tout est un petit peu dans la progression. C'est comme un faux débat, ça. On le sait, ça, je comprends pas comment ça se fait qu'on s'obstine encore sur ces questions-là. On y va, là, puis on veut des tout ou rien, mais non, c'est pas comme ça. Le soulier, c'est un outil de travail comme n'importe quoi là, pour le coureur. Mais il y a juste des mythes un petit peu tannants là, que le nouveau coureur, on dit « Hey, OK, là, quand tu commences à courir, toi, on va te protéger le pied. » Mais non! Ça, c'est un faux mythe. Celui qui a un surplus de poids, on dit non, toi, tu as un surplus de poids, là, on va te mettre des gros souliers parce que. Réduire l'impact. Non, tu as un surplus de poids. Il faut doublement important que tu cours plus léger. Là, on va te mettre de la petite chaussure. Fait que celui qui commence, celui qui a un surplus de poids, il ne faut pas y mettre des gros souliers d'emblée dans les pieds. Ouais. Ça a l'air contre-intuitif parce que tu te dis, une grosse personne, gros souliers, mais. Il faut que tu te dises, grosse personne, beaucoup de poids, égale, faut que tu aies une très bonne technique de course si tu veux pas te défoncer les genoux. Idéalement, c'est un petit peu de la foutaise quand on dit courir c'est naturel, ça se passe tout seul et tout ça. Ben non, c'est comme nager. Là, on commence à nager, on se fait placer pour avoir un crâne là, qui a du bon sens. Mais un petit peu la même affaire, là, idéalement, courir, non, c'est pas vrai, là, c'est pas si naturel que ça. Là. Pour bien du monde là, qui ont bien des années de sédentarisme, là, idéalement. Ouais, ben c'est surtout... un petit coaching là, de début c'est pas one size fits all, là, mais une analyse de foulée, là, c'est pas vrai là, que c'est si compliqué que ça. On veut que tu cours à haute cadence, courte foulée, qu'idéalement ton pied tombe à peu près sous le corps pour pas faire d'overstride. Puis pars comme ça. Puis après ça, tu vas développer ton style. Puis il y a quand même que tu as les bras un peu comme ça, ça, c'est pas bien grave. Là. Mais l'argument que j'avais entendu, tu sais, minimaliste, disait courir, c'est naturel, mais les chaussures qu'on a développées font que tu cours pas naturellement. Que les chaussures qu'on a développées qui ont des gros talons, là, ça te fait courir pas naturel. Si tu cours nu-pied sur la plage, là, tu vas courir naturel si on veut, que tu vas pas atterrir sur ton talon, sinon ça te fait mal. T'sais, on repart, c'est le même terme naturel qu'en alimentation. Là. Puis que c'est pas ça qu'on veut dire. On dit pas ça prend des aliments naturels, mais j'ai l'impression que le corps, naturellement, comme tu dis, essaie pas de consciemment changer ta foulée. Essaie juste d'avoir des petits objectifs, de juste augmenter un petit peu ta cadence, porter des souliers qui vont
te faire porter à avoir une meilleure technique et que naturellement, ton corps va Ce s'adapter. qui est sûr, c'est que celui qui a le genou un petit peu par en dedans, celui qu'on va dire qui fait de l'hyperpronation, puis tout ça, là, de penser qu'on peut changer ces choses-là avec une chaussure qui est antipronateur et tout, là, ça, c'est de la foutaise. Il n'y a pas d'études là-dessus? Il y a Il y a des études qui prouvent que ça change. Ça ne fonctionne pas. Okay. Il n'y a aucune technologie de chaussure qui a jamais pu démontrer que ça va prévenir des blessures. Puis c'est quand même fou parce que c'est... Tu sais, tu lis ça, tu te dis... Tu regardes sur Runner's World, le guide, là, j'ai tel problème, on a la solution, on a telle chaussure qui va te faire que tu vas pas faire de pronation. Puis tout ça, c'est basé sur pas grand-chose. Sur rien. Sur rien. Non, mais rien. Là. Puis c'est pourtant très clair, mais oui, le confort que tu as quand tu mets ton pied dans une chaussure, c'est important. Puis oui, les vendeurs de chaussures, eux, ils ont vraiment une toute autre perspective parce que eux, là, sont là avec le coureur qui vient puis qui dit « Moi, je veux ça, je l'ai vu dans telle affaire, c'est ça que je veux. » Puis ils vont pas refuser ça. Ils vont donner des conseils aussi sur leurs bons vendeurs et puis sur l'expérience de terrain qu'ils ont. C'est quand même des bons inputs. Les vendeurs de souliers sont bons, ils connaissent ça. Puis ils connaissent la clientèle aussi, puis les besoins immédiats qui sont là de la clientèle. Puis nous autres, ce que moi je dis, là, c'est pas commencer à dire aux vendeurs de chaussures quoi faire, tout ça, mais on veut par contre que les mythes qu'on sait qui sont complètement faux, ben, faut faire la promotion de dire que c'est des mythes et que c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il faut mettre une plus grosse chaussure à des personnes obèses. C'est pas vrai qu'il faut donner une plus grosse chaussure à quelqu'un qui commence à courir. Les enfants, il faut qu'on les mette le plus petites chaussures possible. Quand on dit le être minimaliste, c'est... il y a la clinique du coureur qui a mis sur pied l'indice de minimalisme d'une chaussure. C'est un indice avec lequel on veut fonctionner pour donner des recommandations en fonction de à qui on a affaire. Pour y aller graduellement, tu passes au 4, 3, 2... Pour pouvoir donner des recommandations. Et c'est pas vrai du tout que, entre autres, la clinique du coureur ou moi, ou de dire que je voudrais que tout le monde soit en petites chaussures. C'est pas vrai. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la recommandation. C'est pas vrai du tout que tout le monde doit changer sa foulée. En ce moment, c'est que tu commences à courir. Les recommandations, c'est idéalement, on veut maximiser, de diminuer tes mécanismes, tes impacts de force verticale. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de commencer avec une petite chaussure. Puis pour diminuer les forces aux genoux, aux hanches, au dos, pour les gens qui sont blessés de ces coins-là, faire une transition progressive. Hein? C'est 3-4 semaines de progression par tranche de 10% d'indice minimalisme. C'est beaucoup, là. 1 minute par sortie. Fait, quand on transitionne vers ça, il faut le faire très, très, très progressivement aussi. Oui, ça revient au Et thème. C'est pas vrai que tout le monde doit modifier sa foulée, puis c'est pas vrai que tout le monde doit mettre de la petite chaussure. Ouais. Mais comme... Moi ça fait une couple d'années, peut-être 3-4 ans, j'avais lu... Moi, j'ai déjà été... J'ai eu une phase que là, j'étais ultra minimaliste, que tous mes souliers étaient minimalistes. Avant ça, j'étais comme standard. Là, j'avais passé minimaliste. Puis après ça, je suis revenu un peu moyennement standard. Mais j'ai l'impression que ça a quand même amélioré ma foulée. Mais bref, dans ce temps-là que je cherchais, je lisais. Un argument qui était posé, puis je sais pas si c'est basé sur du vrai ou du faux. Il disait... quand tu cours avec des souliers conventionnels, là, tu vas avoir des problèmes de genoux, comme de colonne vertébrale, plein d'affaires de même, tu sais, ce qu'on énumérait tantôt. Puis il disait, ouais, mais quand tu switches au minimaliste, là, tu vas avoir des problèmes de tendons, tu vas d'avoir ça. Fait que tu fais juste changer le mat de place. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je dis que le soulier, c'est un outil de travail. De dire, si tu as une petite chaussure avec un indice de minimalisme qui est super élevé, 80, 90, ben c'est plus de stress sur le pied. C'est beaucoup plus de stress sur le tendon d'Achille et tout. Donc, si là, en ce moment, toi, tu as décidé que tu switchais pour de la chaussure plus petite, que tu faisais une transition vers la chaussure plus petite parce que tu veux améliorer tes performances ou que tu veux réduire le stress sur ton dos parce que tu as le dos fragile ou parce que tu as un problème de bandelette, là, tu veux raccourcir ta foulée et tout ça, ben,
faut que tu le fasses très, très, très progressivement parce que oui, certainement que tu vas développer un autre problème à ton pied si la progression, tu ne la fais pas adéquatement. Ouais. C'est sûr. Si tu dis au contraire que tu as une tendinopathie d'Achille, puis tu dis hey, écoute, là, pour calmer un petit peu mon tendon d'Achille, écoute, je pense que je vais me rajouter un petit peu de dénivelé et un peu de coussinage, bien, même chose, il faut que tu le fasses progressivement. Parce que si tu switches pour de la chaussure qui est un petit peu plus grosse, tu vas avoir tendance à cogner plus fort, puis tu vas mettre plus de stress sur ton dos. De plus en plus dans la psychologie sportive, c'est ça, on essaie des trucs qu'on sait que physiologiquement il n'y a pas de mécanisme, mais juste que psychologiquement ça te donne un boost. Est-ce que c'est un vrai boost? Oui, c'est un vrai boost. T'as un boost. Tu vas plus vite. C'est artificiel, c'est juste purement psychologique, mais en tout cas, réel pareil, c'est ça. C'est quand même, c'est là, puis on dit de faire de la visualisation, puis tous les athlètes, que ce soit hockey, les Canadiens n'en faisaient pas beaucoup, je pense, de visualisation. Mais penser en fait. Ça prend plus un miracle. Ça se fait énormément. Là. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Ouais. Puis je pense que là c'est le Vapor Flight Machine. Next percent. Là. Puis là, mais ça va être quoi après? Là, il va toujours avoir... il va toujours avoir un nouveau matériel parce que ça se vend. Je suis peu convaincu. Je suis pas mal plus convaincu des trucs en soufflerie, sur les vélos, puis ces trucs-là qu'en course à pied. Puis, mais en même temps, moi, c'est toujours ce qui m'allume un peu de continuer avec la course à pied parce qu'il n'y a pas vraiment d'artifice. Ouais. Et toutes les technologies qui ont voulu bonifier les performances en course à pied, ça a toujours été ça revient toujours au good old strength. Patate, ta force du mental, puis ta démarche, ton entraînement, puis qu'il n'y a pas grande façon de tricher. Ouais. Sur cette note, je pense qu'on va terminer autour de ça. Je te souhaite, juste avant, c'est ça, au début de l'entrevue, tu m'as dit ah ouais, puis là, dans un mois ou deux, je vais faire le Ironman de Lac Mégantic. Le Canadaman à Mégantic. Canadaman à Mégantic, comme ça. Fait que c'était un peu ça la blague, un peu de question de Pierre-Michel Arcan, je pense, de nager en eau libre. Parce que c'est ça, tu vas faire un quoi? C'est combien déjà les distances pour un Ironman complet? C'est 3,8 de natation. En eau libre. On commence de nuit. Ouf. C'était ça mon but, moi. C'est vraiment d'apprendre à nager. J'ai toujours eu peur de l'eau. Je ne savais pas nager. Puis là, tu savais pas nager? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à pas mal là. Wow! À l'automne dernier, mais tu sais, je peux patauger un petit peu. Mettons, aller au chalet des amis. Là, fait que quai flottant, je me rends pas au quai flottant. Fait que là, tu sais-tu nager, là? Ben là, tu commences... j'ai commencé à l'automne, j'ai nagé un petit peu cet hiver, je me suis fait mal à l'épaule, puis là, j'ai repris la semaine dernière. Là, mais là, je me mets pas mal à c'est dans combien de temps, là? C'est le 7 juillet. OK, fait que t'as 2 mois et demi. Ouais. Mais je me suis quand même amélioré, là à l'automne. J'ai fait une fois, 2,5 kg, là, je vais nager 1 kilomètre une couple de fois par semaine. Là. Non, ça avance, mais c'est surtout j'ai peur de l'eau. C'est juste pas je panique dans l'eau. À cause des requins. J'ai peur des requins, des requins de lac. Puis, à ta défense, parce que t'as un épisode en enfance qui avait des requins de... Ben, c'est ça, j'ai eu peur de l'eau. J'ai toujours eu peur de l'eau, puis là, je veux régler ça. Ouais. Parce qu'on sait statistiquement les chances de mort de requins, c'est... En lac, si on regarde... en lac, c'est très faible. En lac, c'est très faible. Puis, en général, je pense que c'est ça, t'as plus de chances. En tout cas, les morts d'hippopotames sont beaucoup plus fréquentes, en fait. C'est très fréquent. Oui. Les hippopotames sont des bêtes assez dangereuses. Mais... À Lac Mégantic aussi. Ouais, à Lac Mégantic, tes chances sont plutôt faibles d'hippopotames. Mais... c'est ça. Donc, c'est pas une peur complètement irrationnelle, étant donné que c'est basé sur un trauma de jeunesse. Mais non, si je sors de l'eau, ça va bien se passer. J'ai bien l'intention de sortir de l'eau. Sans te faire manger par un requin. Il y a 180 kg de vélo avec un peu plus de 3000 mètres de D+. Là. Oh. Puis 42 kg de course en sentier autour du Mont Mégantic. Là, avec une belle ligne d'arrivée au sommet du Mont Mégantic. Ça va être... malade. Ouais, c'est un bel événement, ça. J'ai bien hâte de voir. Moi, un beau défi. Je me suis intéressé à ça parce qu'on dit que le Canadaman de Mégantic, et c'est un peu
c'est un petit peu le côté trail du Ironman, là, un peu Ouais. un Ironman qui est un peu dans l'ambiance de Ouais. course en sentier qu'on a au Québec. C'est ça, Fait que d'habitude, un très Ironman, friendly. c'est route, là, Oui, la très, course. c'est beaucoup justement là, de gear, là, le vélo, là, puis là, ton vélo aérodynamique et Tout tout ça. fancy, Mais ouais, quand ouais. tu as 3500 mètres de D+, là, Ouais. l'aérodynamisme de ton vélo, il est moins utile. Ouais. Puis non, mais pas... En tout cas, puis moi, j'ai habité là 5 ans, Lac-Mégantic. Ok. Tu sais, j'ai quand même... Puis avec toutes les catastrophes qu'ils ont eues là-bas, c'est juste le fun de voir qu'il y a un bel événement comme ça là, qui est dans cette région-là. C'est vraiment un beau coin de pays, ça. Là. C'est super beau. Wow. Sur ma montagne que j'aime. Moi, le mont Mégantic, ça reste. Ouais. C'est ma montagne. Souvent couru là-bas. Ouais, je suis là beaucoup. Ouais, moi, quand on est parti de là, il y a 5 ans, mes beaux-parents et mes parents ont déménagé là-bas après qu'on soit partis. Fait qu'on a de la famille là-bas, en masse. Ouais, ben, on te souhaite bonne chance, bon entraînement de natation ben, c'est un beau défi. Visualiser les requins. Ouais, visualise, tu vas plus vite que les requins du lac Mégantic. Ça va bien se passer. Puis, ben c'est ça, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que c'est une de mes plus longues, c'est mon plus long, ma plus longue entrevue, mais ça a passé tellement vite. Ouais, mais tu sais, c'est quand on jase de sujets intéressants, c'est ça qui arrive, puis on l'échappe. Il est 8h30 finalement. On a fait, je pense qu'on va se rapprocher du 3h, mais écoute, ben, on a commencé ça autour de 5h20, fait que c'est assez fou, ouais, c'est assez fou, mais tu sais, faut le prendre comme un compliment, ça veut dire t'as de quoi de très intéressant à dire pour pas que... Mystérieux appétit. Ouais. Là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je commence à avoir faim, ça fait 3 heures qu'on jase. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est ça, je te remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement puis d'avoir donné de ton temps. J'ai bien hâte de publier ça. Et nos auditeurs, laissez-nous vos commentaires, ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous êtes triggered parce qu'on a dit que les étirements c'est n'importe quoi, écrivez triggered, #triggered dans les commentaires. Ouais, ou des hashtags, je sais pas c'est quoi triggered en français, mais tu sais, ou peu importe, gênez-vous pas de me donner votre opinion. Puis, Fake news. Ouais, c'est ça. #fake news ou whatever. Puis, c'est ça. Gênez-vous pas de dire vos commentaires. Si on a fait des erreurs, mais ça m'étonnerait plus dans cet épisode-ci vu que je m'entretiens avec un médecin et qui est un expert, mais essayez de le prouver qu'il a tort, puis après ça, il va vous sortir une autre étude qui va complètement prouver qu'il a raison. Mais essayez-vous si vous voulez. Puis c'est ça, gênez-vous pas, likez tout. Puis c'est ça. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parfait. Fait que À là, bientôt. super. À bientôt.